patrimoine, et que les centralités elles sont plus fortes la nuit qu'en journée. Il faut constater aussi que notre activité elle est liée à cette présence ou pas de la lumière. Et que c'est pour ça que je crois qu'on n'est pas vraiment libre dans une ville de la nuit. Vous savez, quand on discute de la nuit, il y a deux tendances fortes. Un, la nuit j'ai peur. J'essaie de montrer dans mes travaux que la nuit c'était pas plus dangereux que le jour. Et puis la nuit je suis libre. On n'est pas libre dans la nuit parce qu'on va notamment là où il y a de l'activité, là où les médias nous disent d'aller, là où le tourisme nous dit d'aller, et on va souvent là où il y a de la lumière, donc on fonctionne un petit peu comme des papillons. Donc on pense qu'on est libre, mais on ne l'est pas tout à fait. Après, on peut prendre des chemins de traverse, on peut prendre des sombrières et partir à l'aventure et jouer un petit peu avec ça, à la manière, pourquoi pas des situationnistes ou des stalkers ou d'autres. Alors cette lumière, c'est donc un élément central pour la sociabilité, vous l'avez dit, d'autres l'ont dit tout à l'heure, mais aussi un élément central pour la citoyenneté. Est-on ou non citoyen dans un quartier, dans un bout de ville où il n'y a pas de lumière? Ça c'est une question que je vous pose. Si la lumière met en valeur des éléments forts de l'organisation de la ville, elle met aussi en évidence ce que Michel Serres avait appelé des sombrières, c'est-à-dire des endroits sans lumière. Alors c'est drôle ce néologisme de sombrière, parce que c'est vrai qu'autrefois, sur la planète, si on a eu la possibilité de la survoler il y a 200 ans, on aurait vu de loin en loin une petite tache de lumière, et puis tout le reste aurait été, entre guillemets, ce qu'on appelle la nature. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si vous regardez les représentations, les cartes, les images qui nous sont transmises, il y en a pas mal qui nous sont transmises en ce moment par un Français qui tourne autour de nous, là. Ce Français nous montre, et les autres aussi, nous montrent que finalement toute la Terre quasiment est éclairée. Hein, les étoiles sont plus dans le ciel, mais elles cloutent la Terre aujourd'hui, et que de loin en loin, dans ces métastases de lumière, il reste des trous et des sombrières. Donc on a presque transformé le fameux rapport nature, culture, homme, nature. Alors cette lumière aussi, c'est devenu un outil d'aménagement et d'urbanisme, voire un outil politique. Selon qu'on mette en lumière ou pas un bout de l'espace, un bout de la ville ou un autre. Je dois aussi ajouter que cette lumière, c'est intéressant de voir qu'elle est toujours chargée positivement. Vous avez noté qu'on fait la lumière sur une affaire, qu'on éclaire une question et qu'un visage s'illumine. Par contre, la nuit, elle est toujours chargée négativement. Et je vous livre un petit jeu que je fais depuis des années sans jamais avoir voulu savoir effectivement s'il y avait quelque chose de vrai dans ce que je racontais. Mais j'aime bien aussi garder le mystère, et c'est pour ça certainement que j'aime bien comme vous la nuit. Faites l'exercice de prendre chaque mot qui exprime nuit dans différentes langues. Si on prend le français, c'est facile. Nuit, pour moi, nuit, c'est non, 8. Night, c'est no, 8. Nacht, c'est 9 ou nicht, 8. On peut comme ça jouer dans différentes langues. Alors ça ne marche pas en chinois, on me l'a dit récemment, mais faites ce jeu. Alors est-ce qu'il y a une négation de 8 heures? Est-ce que ces 8 heures sont un 8 qui serait tombé, et donc l'infini? J'en sais rien, mais j'aime bien cette idée-là. Et donc on a dans notre rapport à la nuit et dans l'artificialisation de la nuit quelque chose qui est une caricature du triomphe de la raison, de la technique, du progrès et d'une certaine vision de la modernité. Et c'est cette vision-là, un peu prédatrice, me semble-t-il, qu'on a eue jusque-là avec la nuit et qu'on a en général avec tous les temps d'arrêt dans nos sociétés, puisque la nuit est aujourd'hui colonisée par le jour. Il ne reste plus grand-chose de la nuit dans nos métropoles, mais le temps des repas est réduit aujourd'hui à 20 minutes. Le temps du week-end est réduit aujourd'hui à un bout du dimanche,
et encore le dimanche est-il de plus en plus conquis par les activités. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste qu'il se joue quelque chose qui est du domaine de la continuité. Alors par rapport à ça, moi je voulais vous proposer, et je terminerai là-dessus, de voir les choses un peu autrement autour d'une phrase qui peut nous aider à réfléchir au-delà de la modernité, alors quelque chose qui pourrait être la post-modernité, mais certainement quelque chose qui nous amène à réfléchir au sensible, et peut-être à une image et à une forme de lumière qui soit sensible. Cette phrase, c'est la suivante: sans lumière, pas de nuit, mais trop de lumière tue la nuit. Vous voyez, donc on est là face à une question qui est la suivante, c'est jusqu'où ne pas. Et non pas une question qui était celle de la modernité, du on-off, mais on est dans la journée de la francophonie, donc du ouvert-fermé. C'est vrai que trop de lumière tue le mystère, trop de lumière empêche de voir le ciel et les étoiles de la voûte étoilée, qu'on veut classer aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Or, si on réfléchit bien, la nuit, c'est aussi un espace refuge, c'est un lieu de créativité, c'est un lieu de poésie où on refait le monde, c'est la nuit qu'on refait le monde avec des amis, et c'est le lendemain, quand on regarde ce qu'on a imaginé pendant la nuit, qu'on se dit que ça valait peut-être pas le coup de le remonter dans le jour. C'est aussi la nuit un lieu de transgression qui structure chaque étape de notre vie, le premier jour où on découche, la première nuit blanche, le premier rapport à l'alcool, le premier rapport à la sexualité. C'est souvent un rite et un temps de passage qui est plutôt nocturne. D'ailleurs, quand on s'exerce le plaisir du flirt, de la drague, pour rester dans la francophonie, mais parfois on utilise des lieux où on fait la nuit dans le jour, et je pense notamment aux salles de cinéma. Alors cette réflexion-là, c'est une réflexion qu'on a menée et qu'on a poussée avec quelques amis au Brésil, il y a 2 ans de ça, avec des collègues plutôt dans cette configuration-là, plutôt des femmes étonnantes sur la nuit, et plutôt des artistes que des scientifiques. Et on a imaginé, à l'issue d'un colloque, écrire un truc qui pourrait s'appeler le manifeste de la nuit. Et l'idée de ce manifeste, c'était de poser une autre approche de la nuit, notamment de la vie de la nuit. On était à São Paulo, et c'est vrai qu'on est dans des métropoles qui sont encore plus immenses et impressionnantes que peut l'être Paris. Et dans ce manifeste que je peux vous faire circuler, mais qui existe aussi en libre sur la toile, il y est dit, après énormément de littérature, il y est dit qu'on pouvait aborder la nuit de la façon suivante: éclairer la nuit sans la détruire, animer la nuit en respectant les rythmes biologiques des résidents, garantir la sécurité publique sans imposer de couvre-feu, assurer la continuité sans périphérie, sans uniformiser, réguler la nuit en conservant son caractère transgressif, éviter un encadrement complet de la nuit sans l'abandonner aux seules forces du marché, chercher à comprendre la nuit tout en préservant son mystère, et tenter de concilier aussi droit à la ville, il en est beaucoup question en ce moment du droit à la ville de Lefebvre, et droit à la nuit. Pour ça, pour tenter de jouer sur ces équilibres, sur ce jusqu'où ne pas, il faut qu'on soit capable d'inventer des compromis, de nouveaux dialogues et de nouveaux outils. Et c'est ça qui est en jeu. On avait un conseiller à la nuit, M. Ocard, qui était là tout à l'heure, qui a introduit cette soirée. Et c'est vrai que dans les politiques publiques aujourd'hui, la nuit nous aide à imaginer des objets nouveaux, des chartes de la nuit, des pierrots de la nuit, des médiateurs de la nuit. Vous voyez qu'on n'est plus dans la spécialisation des choses, mais on est dans l'interface, la médiation entre des espaces, des formes d'organisation de la ville qui sont héritées d'une forme particulière de son organisation qui était l'urbanisme. Alors je crois, en regardant et en observant la nuit depuis un certain nombre d'années, qu'elle a beaucoup de choses à dire au jour et qu'elle a beaucoup de choses à nous apporter sur la façon dont on pourrait vivre ensemble. Et je voudrais terminer par 2 citations. La première, c'est celle d'un artiste lumière japonais à qui je posais la question il y a quelques années,
qu'est-ce qu'on pourrait faire encore sur la lumière dans les villes? Il m'avait répondu, on pourrait inventer une machine à faire de l'ombre. Je ne sais pas si ça vous inspire. Et puis je terminerai par cette citation de Paul Morand, qui a été apportée aussi tout à l'heure par notre ambassadrice. C'est effectivement la nuit qu'il est beau de croire en la lumière. Donc, je voulais vous souhaiter une belle nuit et remercier encore notre ambassadrice et dire tout le travail qu'elle fait pour continuer à ce qu'on aborde les uns et les autres la nuit avec des regards différents, avec la lumière, mais sans trop de lumière aussi. Et je crois que cette idée du jusqu'où ne pas, j'espère qu'elle pourra la porter jusqu'à l'UNESCO s'ils votent, je ne sais pas quoi, à 2/3 pour cette proposition. Même s'il y a des choses plus importantes que la nuit aujourd'hui, je pense qu'elle est centrale dans l'histoire de notre humanité. C'est l'originelle alternance. Et la modernité a contribué à la transformer, à l'hybrider. Peut-être qu'on pourrait, comme on fait des nuits blanches, faire des nuits noires, et c'est ce qu'on est en train de faire dans différentes villes en France et dans le monde. Voilà. Il nous reste 10 minutes pour l'échange, donc j'espère que les questions sont prêtes. Si tu en peux Christophe, approche. Tu aimes bien te faire remarquer? Non, mais non. En plus, tu arrives quasiment déconfortable. Un, deux. Non, bah écoutez, bonsoir. Bonsoir Doritza. Bonsoir Benjamin. J'ai